Que se passe-t-il aux États-Unis? Tulsi Gabbard a démissionné. Et à mon avis, c'était l'une des figures les plus importantes de l'administration Trump. Parce que, avant, en janvier, quand on pensait qu'elle allait faire partie du gouvernement, on croyait qu'elle serait opposée à la guerre au Moyen-Orient, qu'elle allait aider Donald Trump dans le dossier de la guerre en Ukraine. Rien de tout cela ne s'est produit. On a, vous savez, la poursuite de la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient qu'on n'avait pas avant. Et elle n'a rien fait. Elle s'était opposée, vous savez, à l'expansion des forces américaines au Moyen-Orient, notamment en Syrie et sur les problèmes liés à la Syrie. Elle plaidait pour le retrait des troupes de Syrie, plus de guerre au Moyen-Orient, mais on n'a pas beaucoup entendu sa position quand la guerre contre l'Iran a commencé. Et en ce moment, si vous vous souvenez, l'administration Trump, la Maison-Blanche, d'ailleurs, sauf erreur de ma part, il y a environ un mois, ils avaient annoncé qu'elle devait démissionner avant les élections de mi-mandat. Et là, aujourd'hui, on apprend tout à coup qu'elle a effectivement démissionné. Apparemment, c'est à cause de la maladie de son mari, un cancer des os, et donc elle doit, vous voyez, l'aider, l'accompagner pendant tout le processus médical qu'il traverse. Alors, selon vous, que faut-il comprendre de la situation de Tulsi Gabbard? Est-ce que ce sera une grande perte pour l'administration Trump, ou bien est-ce qu'ils ne seront pas vraiment affectés par son départ? Et ce n'est pas seulement Tulsi Gabbard. Hier, on a aussi appris la démission d'Emeritus Fox. J'ai l'impression que toutes ces démissions ont d'une manière ou d'une autre un lien avec la guerre au Moyen-Orient. Quelle est votre lecture de ce qui se passe? Tu sais, quand on dit qu'il s'est passé quelque chose en Amérique, c'est un peu comme « Ouais, d'accord, mais laquelle cette fois? À quelle heure de la journée il s'est encore passé quelque chose en Amérique ?» C'est un peu ça le déraillement sans fin qu'est l'Amérique moderne. Il y avait une prédiction disant que la plupart des gens arrivés avec Trump ne seraient plus là à la fin de l'année. Bon, beaucoup ont tenu jusqu'à la fin de l'année, mais maintenant ils tombent les uns après les autres. Et Trump se débarrasse de pas mal de gens autour de lui. Et en plus, il le fait en vrai tyran d'ailleurs. On l'a vu avec Kent. Maintenant, il y a des enquêtes sur Kent, oui, pour avoir dit la vérité. Et Kent est parti. Et Trump a aussi dénigré ses propres gens, tu sais, une fois qu'ils sont partis. Il ne le fait pas en face, mais il le fait dans leur dos. Avec Tulsi Gabbard, franchement, ce n'est pas une grande perte. Il y avait beaucoup d'espoir en elle. Mais le premier signe que quelque chose clochait, c'est quand Danny Davis, elle voulait que Danny Davis soit son assistant. Et comme il refusait de se plier au lobby israélien, c'en était fini. Alors là, ça a tout de suite fait sonner les alarmes chez ceux qui suivaient un peu. Parce que, eh bien, ça voulait dire qu'elle s'était pliée. Et son discours a commencé à devenir plus pro-israélien. Excusez-moi, je dois changer de position. J'ai une vieille blessure de l'armée qui s'est réveillée. Il faut que je lève la jambe. Ça m'a un peu fait redescendre, mais je suis toujours là-dedans. Donc oui, c'était déjà un de ces signes. Mais elle était toujours opposée à la guerre contre l'Iran, et elle a témoigné devant le Congrès en disant que l'Iran ne cherchait pas à fabriquer d'armes nucléaires. À ce moment-là, elle s'est fait rabrouer. Et ensuite, elle s'est effacée, un peu comme une plante verte dans un coin. Alors, pour comprendre Tulsi Gabbard, il faut savoir qu'elle était une étoile montante du Parti démocrate, jusqu'à ce qu'elle se brouille avec le Parti démocrate. Elle est ensuite passée du côté républicain. Si elle s'était simplement contentée de rester sénatrice ou d'occuper un autre poste, ce serait une chose. Mais là, elle fait partie de l'administration Trump. Et si jamais Trump la renvoie, sa carrière politique sera pratiquement terminée. Elle n'a pas de foyer politique. L'Amérique, c'est juste les deux faces d'une même pièce. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, elle est un peu devenue invisible, une sorte de plante verte, et plus personne ne l'a entendue. Il y avait même des gens qui affichaient de faux posters de Tulsi Gabbard. Vous avez vu cette femme? Elle a disparu de la Maison-Blanche depuis des semaines. Et le plus triste, c'est tout l'espoir qu'on avait placé en elle, tout ce qu'elle aurait pu accomplir. Comme on l'a vu avec beaucoup d'autres, y compris Trump au départ, tout cet espoir était mal placé. Parce qu'au final, eh bien, dans son cas, elle a été neutralisée très vite pour servir l'agenda israélien. Les autres ont soit été virés, soit sont partis, soit ont toujours suivi l'agenda israélien ou celui des néoconservateurs. Et en fait, ils faisaient juste semblant. Et ça inclut Trump lui-même. Vous savez, Trump, c'est la plus grosse déception pour la plupart des gens, tout simplement. On voit bien que certains essaient encore de lui trouver des excuses. Ils essaient de le défendre. Et puis avec le temps, beaucoup ont arrêté. Mais certains continuent. La plupart des vrais partisans de MAGA sont partis. Parce qu'en réalité, ils n'étaient pas vraiment MAGA. Ce qui reste, c'est le noyau dur de MAGA. Ou peut-être, comme on pourrait dire, MIDGA. Make Trump Great Again. Ce sont ces fans inconditionnels. Presque des groupies, ceux qui restent. Ce sont des gens qui ont acheté des pièces Trump, qui ont perdu environ 96% de leur valeur depuis leur pic. Alors vous savez, faire partie de la famille Trump, ça lui a rapporté 30 milliards de dollars, comme un cadeau pour lui et Melania. Parce que Melania aussi avait ses propres pièces, Melania, qui sont sorties. Voilà la réalité. Et comme je l'ai déjà dit, malheureusement, elle n'a pas accompli grand-chose. Elle nous a quand même donné au début quelques éclairages sur Trump. Je me souviens, c'était en février de l'année dernière, ou peut-être même en mars, quand elle expliquait que comme Trump n'aime pas lire, ça devrait déjà faire sonner des alarmes dans la tête des gens. Parce que Trump n'aime pas lire, ils ont dû réorganiser les notes du président. Au lieu de documents avec du texte, ils ont fait quelque chose qui ressemblait à un résumé façon Fox News. Et c'est quoi un résumé Fox News? Si vous regardez Fox News, ou CNN, ou toutes ces chaînes-là, au mieux, et je parle même pas de propagande. Je parle simplement de la valeur de l'information. Au mieux, on effleure à peine la surface d'un sujet. On te balance des gros titres qui sonnent fort, on gratte un peu la couche du dessus, et au final, tu sais juste assez pour ne rien savoir. Tu sais juste assez pour que ton opinion soit façonnée par quelqu'un d'autre. Et quand c'est ce genre de résumé que reçoit le président des États-Unis, là, c'est grave. Très grave. Surtout pour un homme comme Trump, qui, franchement, ne connaît pas grand-chose à la plupart des sujets. En matière d'affaires internationales, il ne comprend rien à l'économie. On le sait. Et tous les idiots qui l'ont cru, quand il disait que, soi-disant, les méchants industriels, pourquoi ils seraient méchants, je ne sais pas trop, allaient payer les droits de douane. Non. Mais bon, la majorité des Américains l'ont cru. Et c'est juste un exemple. Donc, quand elle a expliqué que voilà, les notes allaient ressembler à ça, eh bien, pourquoi est-ce que quelqu'un serait surpris d'apprendre que les notes de Trump sur la guerre avec l'Iran, c'était 2 minutes d'images de choses que l'Amérique faisait exploser? Pas des choses américaines qui explosaient, non, uniquement ce que l'Amérique faisait exploser pendant 2 minutes. Et c'est tout. Voilà, Monsieur le Président, tout ce qu'il faut savoir sur la guerre que vous avez lancée aujourd'hui. Donc, malheureusement, oui, elle n'a pas seulement été en dessous des attentes, elle a été une vraie déception, un échec total. Oui. En fait, elle nous avait fait un briefing. Tu te souviens un briefing sur l'Iran et le programme nucléaire? Et elle avait dit qu'il n'y avait aucun signe que l'Iran cherchait à se doter de l'arme nucléaire. Puis Donald Trump est intervenu avant que la guerre ne commence, avant la première série de conflits. Donald Trump a dit « Je me fiche de ce qu'elle a dit ». Ouais, viens ici, Chelsea.
Viens là. Paf. Retourne dans le placard. Si on veut t'entendre, on te fera sortir et on te serrera la tête. Je crois que c'était la fin. Depuis, on n'a plus beaucoup entendu parler d'elle. Et avec la guerre, quand la guerre a commencé, on n'a plus rien entendu. Rien du tout. Je veux dire, j'espère que son mari n'a pas le cancer. Le cancer des os. Enfin, n'importe quel cancer. C'est vraiment terrible. Le cancer des os, c'est l'un des pires. Et vous savez, je prie pour que tout se passe bien pour elle. Mais en tant que membre du gouvernement, c'est une déception totale. Une déception absolue. Mais quand on fait partie d'une administration comme celle de Trump, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tout le monde est contre toi. Tu sais ce que tu peux faire? Oui, Massa. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Massa? Dis-moi ce que tu veux que je pense, Massa. Je répète tout ce que tu dis, Massa. Oui, Massa. C'est toi le chef, Massa. T'as toujours raison, Massa. Voilà, c'est comme ça qu'on survit dans l'administration Trump. Exactement. Son ego. C'est ça. Peu importe la stupidité de ce qu'il dit, oui, Massa, c'est toi le chef, Massa. Voilà. Si tu n'es pas prêt à faire ça, si tu as un peu de décence, un peu de respect pour toi-même, demande-toi pour qui tu t'apprêtes à travailler. Ce ne sont pas les Américains. Ce ne sont pas tes électeurs. C'est lui que tu mets au pouvoir. C'est pour ça qu'on a demandé à Joe Kent de démissionner de son poste, parce qu'il ne pouvait rien y faire. Et tu sais, il s'en est pris à Kent. La femme de Kent, qui bossait à la CIA, elle est morte à cause des hommes du coupeur de tête Gelani. Et d'ailleurs, Trump a dit fièrement, « C'est mon gars, c'est moi qui l'ai mis au pouvoir. » Tu vois ce type-là, il nage dans le sang des chrétiens, des alaouites, des chiites, ce même type qui a des photos de lui en train de tuer des Américains, de décapiter des femmes et des enfants. Il n'était pas vraiment timide devant la caméra, hein? Et maintenant, il joue au basket avec le commandement du CENTCOM. Et il y a seulement des seulement 2 jours, 2 parfums de l'envoyé spécial de Donald Trump. Ouah, l'enfant de la mort, l'odeur d'un enfant mort, d'une femme morte. Quelque chose comme ça, un corps en décomposition. Voilà comment la réalité fait break sera sous l'administration Trump. Ma question était la suivante. Après sa visite à l'administration Trump, est-ce que Trump a lavé le sang des petits-enfants de ses mains ou est-ce qu'il l'a léché sur ses mains? Sas, quand vous regardez la situation entre Israël et le Liban, vous avez vu ce que fait le Hezbollah en ce moment. Quelle est, selon vous, la stratégie du Hezbollah et à quel point pensez-vous qu'elle est efficace? Avec ce que possède le Hezbollah, je pense qu'ils sont plutôt efficaces. Je veux dire, Israël cherche à nettoyer complètement le territoire. Les soutiens sionistes israéliens en Occident sont là pour s'assurer de les aider. D'ailleurs, Apple Maps, Ethan Levine, si vous voyez qui c'est, j'en parlais avec lui. C'est lui qui a été le premier à remarquer et à publier les cartes d'Apple où toutes les localités libanaises du sud du Liban avaient disparu, sauf Tyr. Vous savez, des villages vieux de 3000 ans, tous leurs noms effacés, parce qu'ils se préparent à les remplacer par des noms israéliens. Et Israël ne cherche pas seulement à tuer ceux qui restent, ceux qui n'ont pas encore fui, et à continuer de les frapper même après leur départ. Israël essaie d'effacer toute trace, prouvant que ces gens ont un jour existé. Je veux dire, ces villages ont 3000 ans, certains sont même plus anciens. Ils ont survécu. Une grande partie de leur population a été massacrée à plusieurs reprises à cause des différentes vagues d'envahisseurs et des guerres. Mais les villages, eux, ont tenu bon. Les gens sont revenus, ils les ont repeuplés. Tyr, comme ville, a quoi? 4500
peut-être 5000 ans, quelque chose comme ça. Alexandre le Grand a littéralement construit un pont depuis le continent jusqu'à la ville d'origine de Tyr, qui était une île. On a énormément de preuves, tout ce qu'il faut sur le plan archéologique, pour savoir à quel point cette ville est ancienne. Et là, les Israéliens leur ont donné l'ordre de partir. Autrement dit, ils disent à un peuple souverain, à une nation souveraine, vous devez partir. Si vous ne le faites pas, on va de toute façon raser tous ces bâtiments et effacer la ville, parce que c'est pas la nôtre. Alors on va juste exterminer notre propre histoire et tout le reste. Les Israéliens, c'est un régime psychopathe, complètement hors de contrôle. Et le problème avec ce régime, c'est que remplacer Netanyahou rendrait les choses encore pires. C'est ça, la folie dans laquelle vous vivez. Vous savez, il y a peut-être 20-30% de la population qui est contre tout ça. Mais 70-80%, quelque part entre les deux, soutiennent tout ça. Et ils en veulent encore plus. Ils veulent plus de meurtres. Ils veulent plus de génocide. Ils veulent plus de viols de prisonniers. Ils veulent plus de pendaisons. Ils veulent plus d'organes arrachés. Ils en veulent toujours plus. Ils n'en ont jamais assez du sang. Franchement, ils n'en ont jamais assez du sang. Je veux dire quand des gens s'installent sur des buttes herbeuses pour pique-niquer en regardant d'autres se faire tuer. Quand des colons emmènent leurs enfants sur des bateaux qui longent la bande de Gaza la nuit pour regarder Gaza se faire détruire. Et qu'ils disent à leurs enfants, « C'est ici que vous vivrez, dès qu'on se sera débarrassé de cette vermine. » Et ce n'est pas une supposition. C'est filmé. Ils le publient sur Internet, fièrement. Donc ce n'est pas quelque chose que, tu vois, Stas aurait inventé. Peut-être qu'il les a simplement montrés. Ce sont des vidéos. Leurs propres vidéos. Ce sont des opérations menées contre des villages palestiniens. Et pas seulement des villages palestiniens musulmans, aussi des villages palestiniens chrétiens. Ils vont là-bas. Ils brûlent des gens vifs dans leurs maisons. Ils détruisent leurs récoltes. Ils volent leurs moutons. Regardez Jérusalem, par exemple. Jérusalem était autrefois chrétienne à un quart. Aujourd'hui, c'est bien moins que ça. Et les chrétiens se font agresser tous les jours. Des prêtres, des religieuses. On a eu récemment cet incident où une sœur a été poussée et frappée par un de ces cinglés. Franchement, c'est le signe d'une société très malade. Et Dieu nous en préserve, parce que dans cette société-là, si vous êtes un juif oriental, un juif traditionnel, quelqu'un qui vivait là bien avant l'arrivée de ceux venus d'Europe, eh bien, vous n'êtes pas mieux loti. Ceux qui disaient, tu sais, nous étions là avant Israël et nous serons là après Israël. Ces gens-là se font battre encore plus violemment que les Palestiniens, parce qu'on les considère comme des traîtres à leur propre peuple. Tu vois, c'est une société profondément malade, dont le premier réflexe, dans n'importe quelle situation, c'est la violence, y compris entre eux. Franchement, je ne sais même pas comment le dire autrement. Et on le voit bien. Quand des snipers israéliens finissent par s'en prendre à eux-mêmes, parce que j'imagine, mettre des balles dans la tête d'enfants finit par les rattraper. Ils hurlent la nuit, ils sont sous médicaments, parce qu'ils ont tué tellement d'enfants. Eh bien, au moins, ceux-là ont encore un peu d'humanité, assez pour se sentir coupables. Mais je crois que beaucoup d'entre eux n'ont même plus ça. Voilà ce à quoi nous faisons face. Et tant que les psychopathes européens, sans parler des psychopathes américains, soutiendront tout ça à fond, souvenez-vous de ce qu'a dit Merz, ils font le sale boulot de la civilisation. En d'autres termes, si vous ne faites pas partie de l'Union européenne ou des États-Unis, vous n'êtes pas civilisés. Vous êtes des animaux qu'il faut éliminer. Que vous soyez chiites, sunnites, orthodoxes, bouddhistes ou autres, vous êtes juste des animaux à éliminer. C'est le message que tout le monde aurait dû entendre. Le reste de l'humanité aurait dû l'entendre. Ces psychopathes n'en ont pas fini. On a déjà cassé les dents de leurs grands-pères quand ils sont venus la dernière fois.
la peste brune, et la peste brune revient. When they came last time, the brown plague, and the brown plague's up again. And we're going to have to do it all over again, except this time, leave them in ruins. Et on va devoir tout recommencer, sauf que cette fois, on les laissera en ruine. Je veux dire, on en revient aux nazis. Sauf que bon, les juifs sionistes, eux, font maintenant partie du club. Donc oui, on en revient aux nazis. Et l'Europe? Enfin, il y a une raison pour laquelle les États-Unis ont rouvert leurs archives sur les Allemands qu'ils avaient récupérés en Allemagne, sur les Allemands, sur leurs antécédents depuis les années 40, le début des années 40, pour savoir, tu vois, quel grand-père était dans la SS ou la Gestapo, tout ça. Et maintenant, ils ont tout ouvert. C'est pour normaliser ça auprès de la population allemande. Allez, va voir ton grand-père. Oui, il était nazi. Tu vois, c'est pas grave. Les nazis, c'est bien. C'est bien. Sois nazi à nouveau. Et ils font ça exprès. C'est partout en Occident. Ça imprègne tout, dans tout l'Occident. C'est intéressant. Est-ce qu'on sait combien de batteries du dôme de fer Israël produit chaque année? Ou bien est-ce que d'autres pays en fabriquent pour Israël? Parce qu'au moins ces 2 ou 3 derniers jours, on a vu 5 ou 6 de ces batteries touchées par des drones du FAA. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Eh bien, le dôme de fer ne peut pas arrêter les missiles balistiques. Il n'est pas conçu pour ça. Il peut intercepter des drones, surtout des drones de type Shahed 1. Ils sont assez lents, bruyants, on les entend venir. Les versions plus récentes des Shahed sont basées sur les Djeran russes. Je ne pense pas qu'ils puissent arrêter cela. Ils volent plus haut, ils sont beaucoup plus rapides, et je ne parle même pas des Djeran 3, ceux à réaction. Contre cela, le dôme de fer ne peut vraiment rien faire, surtout qu'il manœuvre. Mais les versions plus anciennes, les premières, oui, elles étaient plutôt lentes. Cela dit, elles ont quand même détruit des systèmes radars américains valant un demi-milliard de dollars. Alors, si on parle de rentabilité, le pilote de ce drone-là méritait sans doute une prime du gouvernement iranien. Mais si on regarde pourquoi ils ont été créés, c'était pour faire face aux roquettes que le Hamas tirait. Aujourd'hui encore, le Hamas tire des roquettes sur Israël. Ce sont des roquettes assez rudimentaires, faites maison. En gros, ce sont juste des projectiles balistiques. Il n'y a aucun système de guidage. Ils en tirent un grand nombre, et elles retombent un peu n'importe où, dans une direction générale. Elles ne transportent pas une grosse charge. Franchement, c'est du bricolage, quoi. Ce qu'a fait le dôme de fer, la partie vraiment intelligente du système, c'est le calcul radar. Parce qu'en fait, il détecte toutes les roquettes qui suivent simplement une trajectoire balistique. Vous voyez, une courbe parabolique. Et il calcule où elles vont tomber et ce qu'il y a à cet endroit-là. Et si ce n'est pas un village, une zone habitée ou une base, il laisse simplement passer. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 maisons par là-bas, mais ça vaut pas le coup de tirer dessus. C'est trop cher. Par contre, quand quelque chose se dirige vers un village ou une base, là, ils commencent à tirer. Et ils étaient sacrément efficaces contre ce genre d'armes. L'Iran tire des missiles balistiques. Les PAC-3 ont du mal à gérer les missiles balistiques. Les PAC-2, eux, ne sont même pas conçus pour ça. On a vu des PAC-2 tirer, donc les Patriot PAC-2, jusqu'à, je crois, 7 ou 8 missiles. Et le missile balistique passe tout droit à travers, puis explose un peu plus loin. Tu vois, la caméra se tourne et 2 ou 3 bâtiments plus loin, ça explose. C'est ça la réalité. Le dôme de fer, lui, ne peut rien faire contre ça. Donc, un dôme de fer à Abu Dhabi, ce serait utile contre des drones lents ou peut-être contre des missiles de croisière très lents. Mais même ça, c'est pas sûr. Voilà, c'est comme ça. Une partie des composants des missiles est fabriquée aux États-Unis, une autre en Israël. Mais en ce moment, il manque sérieusement de munitions. Leur capacité de production est limitée et ils ne peuvent pas aller plus vite. Donc,
N'importe quel système peut finir par être submergé. Et oui, tu as raison. J'ai d'ailleurs une vidéo que je vais inclure dans ma prochaine mise à jour, que je vais enregistrer juste après ça, où on voit un de ces dômes de fer détruits, un des lanceurs touché par un drone FPV. Et le problème pour Israël, c'est que le pays est relativement petit et que les missiles du dôme de fer n'ont pas une très longue portée. Donc qu'on le veuille ou non, il faut les placer assez près de la frontière pour qu'ils n'aient pas à parcourir une trop grande distance. Et d'ailleurs, pour les Israéliens, c'est une catastrophe, non seulement parce qu'un lanceur a été détruit, mais aussi parce qu'ils ont SDRs et des équipements de Space Force. Tout ça, c'est maintenant concentré du côté israélien, même pas sur ce qui se passe à l'intérieur du Liban. Et le Liban, pour eux, ça a été une vraie claque, un revers sanglant. Je veux dire, oui, bien sûr, ils sont très forts pour raser des villages entiers, surtout quand il n'y a plus personne dedans, faire tout sauter, démolir ou balancer des bombes de près d'1 tonne sur des immeubles de 10 étages pour éliminer tout le monde à l'intérieur. Ça, ils savent faire. Mais combattre en face à face, ou pire, drone contre drone, avec le Hezbollah, ça a été un désastre total pour les Israéliens. On verra bien comment ça évolue, combien de temps ils peuvent encore encaisser. Mais en ce moment, franchement, ils sont enragés, ils ont goûté au sang. Vous l'avez vu lors de la dernière flottille de la liberté. Oui, Ils ont commencé à en intercepter certains à plus de 1000 km. Beaucoup ont été abattus à plus de 500 km. C'est en eau internationale. Vous ne défendez pas vos eaux. Ce sont des eaux internationales. Ça s'appelle de la piraterie. Mais le pire, ce n'étaient pas les coups, ni les agressions sexuelles, ni les humiliations infligées à ces volontaires qui étaient tous des civils désarmés. Ce n'est pas ça, le pire de ce que les Israéliens leur ont fait. Le pire, c'est quand on les a déposés à Chypre ou dans d'autres endroits, et que les gouvernements européens, dont beaucoup de leurs propres citoyens étaient concernés, n'en ont tout simplement rien eu à faire. Et pas seulement les gouvernements européens, la Nouvelle-Zélande et l'Australie aussi. La Nouvelle-Zélande a dit aux Néo-Zélandais qui étaient là-bas, ces gens ont été dépouillés de leurs papiers, dépouillés de leur argent. Et le gouvernement néo-zélandais leur a répondu, c'est votre problème, pas le nôtre, débrouillez-vous comme vous pouvez. Ils n'ont reçu aucune aide de l'ambassade. Franchement, c'est à quel point la classe parasite de l'Union européenne et des gouvernements occidentaux est lamentable et sans colonne vertébrale. Ce sont des parasites. Ah, ils savent prendre ça, oui. Mais ils brisent ce contrat social en un instant, parce qu'ils sont tous achetés et payés par quelqu'un d'autre. Et regardez, le Parti républicain aux États-Unis, avec Massey Party qui reste. Ron Paul. Désolé. Oui, c'est à peu près tout. Laura Loomer a dit aujourd'hui que ce serait lui, le prochain sur la liste, qu'ils allaient s'en prendre à lui. Bien sûr que oui. Le Parti républicain doit aller de l'avant. Et les démocrates ne sont pas très loin derrière. Ils en sont à environ 80%. Le Parti républicain, lui, est à 99,9%. Autant dire qu'il pourrait s'enregistrer comme agent étranger, selon la loi américaine de 1948 sur les agents étrangers, parce qu'ils en sont un. Ils ne représentent pas le peuple américain. C'est une entité totalement possédée, et ils sont tous payés par des gens liés à un gouvernement étranger. Ils représentent ce gouvernement étranger. Je veux dire, Ted Cruz l'a dit clairement chez Tucker, il voulait être le meilleur défenseur. Il voulait aller au Sénat pour être le meilleur défenseur d'Israël au Sénat. Pas du peuple du Texas qui a élu ce parasite, mais du gouvernement israélien. Je veux dire, ça devrait être une disqualification immédiate pour, tu vois, être membre du Parlement, de n'importe quel Parlement. Si quelqu'un dit un truc pareil, eh bien, on lui retire son mandat.
qu'il aille se présenter à une élection partielle, et il est interdit de se représenter. Ce genre de décision devrait être voté par le Parlement. Aux États-Unis, il n'y a pas de loi comme ça. Mais en Russie, si d'ailleurs. En Russie, ils peuvent retirer le mandat d'un député s'il fait quelque chose de ce genre, ou s'il a une double nationalité qu'il n'a pas déclarée. Parce qu'on n'a pas le droit d'être député si on a une double nationalité. Aux États-Unis, c'est pas un problème, mais c'est très discutable de savoir combien de ces gens ont aussi la nationalité israélienne. It's very questionable how many of those people have dual citizenship with Israel.